Moi, mon métier, c'est d'organiser du commun. C'est de créer du commun, des espaces où les espaces-temps où les gens ils se retrouvent ensemble pour vivre des expériences, pour partager, pour se rencontrer. Tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas vivre en ligne. On a beau nous vendre la lune, mais évidemment que c'est pas la même chose de vivre un live derrière un écran. Maintenant, je dirais que oui, disons qu'avant le lockdown, etc., c'est effectivement l'endroit où on pouvait effectivement se produire, être payé pour le concert qu'on fait, par rapport à il y a 15-20 ans où faire un disque ramenait de l'argent. Les passages radio ramenaient de l'argent. Et puis ici, le streaming, effectivement, moi je compose, j'écris et j'arrange mes chansons. Et il faut déjà streamer beaucoup de fois mes chansons avant que je gagne un spaghetti bolo. Mon métier, c'est être interprète, être musicienne de scène et avoir ce partage avec le public. Du coup, jouer devant mon ordinateur, devant une caméra, moi je ne considère pas que c'est mon métier. Être sur scène, c'est un vrai partage, c'est une alchimie et clairement, on peut être sur scène sans public, ça ne fonctionne pas, et un public sans personne sur scène, ça ne fonctionne pas non plus. Je ne sais pas exactement combien je touche par streaming, mais je crois que c'est 0,001 ou 3, ou en tout cas il y a au moins un zéro après la virgule, ce qui fait quand même pas grand-chose quand on se dit que c'est un métier et que c'est avec ce métier qu'on doit vivre. On m'a proposé plusieurs fois de faire des concerts et j'ai refusé de le faire. Sous condition, évidemment, s'il y avait une prise claire, une prise de position claire du gouvernement par rapport à l'artiste, d'une subvention quelconque qui pourrait exister pour ce genre de concert, je le ferais volontiers. Mais la gratuité de la musique et la gratuité de l'artiste, c'est quelque chose qui me déplaît en général. Ouais. Il y a même un problème dont on ne parle pas souvent, c'est que la scène, les cachets sont de moins en moins élevés. Et qu'on est en train de diminuer les cachets partout du live, sauf que c'est un peu la dernière manière de gagner sa vie. Et du coup, si on perd la scène, effectivement, le streaming, ça ne rapporte rien, sauf si on arrive à passer en radio. Certains pays en Europe ont très tôt adopté le streaming. C'est le cas par exemple de la Scandinavie. Spotify est suédois et il faut savoir que le streaming représente pour certains labels scandinaves à l'heure actuelle 90% de leurs revenus. C'est nettement moins le cas dans d'autres pays. On peut prendre par exemple l'ex-Yougoslavie ou toute la zone des Balkans où Spotify vient seulement de se lancer ici en pleine pandémie. Le business de la musique, on peut l'appeler comme ça aussi, est un cercle vertueux, c'est-à-dire que chacun y a sa place et que personne ne peut réellement avoir un succès concret sans compter sur les autres acteurs du secteur. On se retrouve avec une sorte de chaîne dans laquelle on retrouve les maisons de disques, les éditeurs, les tourneurs, donc les agents de booking, les techniciens, les salles de concert et autres. Cette chaîne, elle est rompue vraiment en son milieu. L'aspect le plus visible, c'est le fait qu'il n'y a plus de concerts ou très peu de concerts, ou tout au moins plus de concerts tels qu'on l'entendait il y a encore 7 ou 8 mois. Ça veut dire pratiquement en fait que certains métiers plus invisibilisés de la musique sont tout simplement à l'arrêt.
ici, avec cet avènement du digital, non seulement on a des nouveaux métiers, et le pitching le plus important à l'heure actuelle, c'est sans doute pour des maisons de disques de s'assurer que les artistes qu'elles défendent se retrouvent dans les playlists les plus importantes et les plus écoutées sur toutes ces plateformes, au détriment de certains métiers qui ont finalement de moins en moins d'importance. Je parlais de la distribution physique, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui est en voie de disparition, on en est encore très loin, mais c'est un métier qui devient de plus en plus difficile à l'heure actuelle. Les distributeurs qui tiennent sont les distributeurs qui arrivent à faire de gros volumes, c'est-à-dire à distribuer un nombre de plus en plus important de clients. Les algorithmes utilisés par ces plateformes sont très efficaces à partir du moment où ils ont énormément de data à se mettre sous la dent. On va même aller très rapidement plus loin. Se pose maintenant la question de l'intelligence artificielle dans la création musicale. On sait déjà que c'est le cas sur Spotify. Il y a des morceaux sur des playlists qui sont généralement plus des playlists d'ambiance. Il y a des morceaux qui sont créés purement par l'intelligence artificielle. Il faut savoir, c'est quelque chose qui est d'ailleurs étudié, je pense, depuis les années 50, que la majorité des hits dans le monde, en fait, correspondent à plus ou moins 8 ou 9 structures différentes. Il y a très peu de diversité réelle de composition dans les hits majeurs qu'on a eu dans le monde. C'est quelque chose qui va être incroyablement amplifié par l'intelligence artificielle. Ça va sans doute aller crescendo. Encore fonctionner vraiment à l'ancienne si tu as déjà une fanbase. Mais je pense que tu n'es pas capable de développer une fanbase aujourd'hui, en 2020, sans passer par ces outils-là. Je vois mal démarrer une carrière en disant je ne vais pas sur Spotify, je ne vais pas sur Deezer et je n'ai pas de réseaux sociaux. Vaste défi, ça. Est-ce que le digital peut apporter des solutions ? Oui, mais globalement, elles seront très ponctuelles et elles ne remplaceront jamais cette expérience du concert telle qu'on l'a connue jusque mi-mars. À cette époque-ci de l'année, un festival a très souvent déjà booké ses têtes d'affiche, mais va garder encore tout un espace pour justement cette activité musicale qui va se faire dans les mois à venir, histoire d'avoir à son affiche en juillet ou en août prochain tous les artistes qu'on va voir émerger entre maintenant et cette période-là. Ici, il y a fort à parier que ce ne soit pas le cas. De surcroît, on voit que les majors et pas mal de gros indés ont choisi de postposer les sorties d'albums déjà prévues pendant le semestre qui vient de s'écouler. Donc on va se retrouver avec une situation avec des salles qui auront des agendas pleins à craquer, une file d'attente de disques qui doivent sortir et où on va avoir une véritable guerre de l'espace médiatique, en radio, en télé, dans la presse écrite, sur les blogs et sites web, et on va avoir un effet retard. Mais après, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, tous ces live streams donnaient cette mauvaise habitude aux gens de se dire « Ah, il n'y en avait pas beaucoup qui proposaient des prix libres, c'était vraiment gratuit. » Et donc de se dire « Ah, en fait, ça va, on a accès à la culture gratuitement. » Et ça a vraiment donné cette mauvaise habitude qui rentre dans un cercle... Enfin, ouais, on est de nouveau rentré dans un cercle sans fin de « Ah, finalement, c'est gratuit, donc il n'y a pas besoin de spécialement rémunérer ni les artistes, ils le font quand même d'eux-mêmes en fait, donc s'ils le font eux-mêmes... Je pense qu'il y a cette anecdote d'une artiste là, indie folk américaine là, qui faisait un live et puis il y a 2 jeunes qui sont venus la voir après le concert en disant « Est-ce que tu peux nous donner ton CD parce qu'on a beaucoup aimé ton travail et ton concert ?» Et quoi ? Et la valeur de l'objet, la valeur du travail, en fait. Tu peux nous donner ton CD ? Non, je le vends. Mais il y a un rapport là à une génération aussi, peut-être sur l'acte d'achat de la musique. L'acte d'achat d'objets musicaux, ça c'est déjà encore un disque ou sur un vinyle ou un support. C'est déjà un gros sujet aujourd'hui, même si le vinyle reprend le dessus. Mais l'acte de payer pour aller consommer de la musique, ça a été tellement... dilué ça par les majors et les grands que les artistes indépendants aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à faire rentrer de l'argent sur leur travail. Donc c'est l'enjeu et le défi
pour aujourd'hui et demain, c'est comment tu continues à vivre de ton travail dans un contexte où tout est en plein bouleversement. Moi j'aime bien faux, pas de problème. Le Parlement européen a voté il y a un peu plus d'1 an une directive sur le droit d'auteur qui force désormais en Europe toutes ces plateformes à avoir un accord de licence avec les sociétés de gestion collective. L'idée globale était que chacun, en fonction de sa taille, devrait payer une somme relativement conséquente qui irait à la rémunération des artistes. Reste encore à voir quelle va être la réaction aussi de ces plateformes, puisqu'il y a déjà pas mal de menaces. On sait que YouTube notamment s'est déjà beaucoup agité sur le sujet. Donc on peut espérer une augmentation minimale du revenu du digital, mais on sera encore très loin d'une situation où on peut espérer voir pléthore de nouveaux artistes émergents réellement vivre de leur musique. Moi, je suis là en tant que directeur de francophone et je suis aussi actif au sein du FAKIR, la Fédération des auteurs, compositeurs, interprètes réunis. Et on a vu des collègues dans d'autres professions de la musique se regrouper. Je pense aux managers, aux bookers, je pense aux attachés de presse notamment. On parle même aujourd'hui de fédération de festivals, enfin. Donc voilà, il y a des mouvements de regroupement de corps de métier. Et tout ça c'est mis sous un chapeau qui s'appelle le CCMA, Comité de concertation des métiers de la musique. Et l'intérêt du CCMA, c'est d'être un porte-voix en fait, de tous ces métiers de la musique. Donc c'est un phénomène, c'est un moment historique, je crois, dans nos métiers, c'est d'avoir enfin une voix qui parle au nom de tout le monde en ayant travaillé le discours pour que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on dit. En fait, c'est une autre histoire, le streaming, mais c'est pas là. On peut pas dire qu'on remplace un festival et des concerts, pour nous, par basculer sur du streaming. C'est pas le même métier, c'est pas la même histoire. J'allais plus loin. Moi, j'ai du mal à visualiser ce qui va vraiment se passer dans le futur à tous les niveaux. Et j'ai très peur en fait des séquelles qui vont rester d'une part humainement avec le confinement, oui, au niveau de la numérisation musicale, au niveau des concerts. Les gens prennent très vite, moi j'ai été impressionnée de voir à quel point les gens prennent des habitudes sans les remettre en question. Moi je suis très inquiète pour le futur. Et je suis pas très optimiste. Enfin, j'ai vraiment peur que des choses comme ça s'installent et que ça devienne presque de la résistance de faire de la culture de réflexion, quoi.